On a lancé l'événement, j'attends de voir, il y a toujours un petit moment de décalage. Je vois qu'il y a quelque chose qui mouline. Si, ça a l'air d'être parti. Euh, eh bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'attends confirmation à côté sur le fait que ça a pu démarrer ou pas. Là, pour l'instant, je vois personne de connecté. Si, deux personnes connectées, 7 personnes connectées. Parfait. Donc, on va pouvoir démarrer notre Facebook Live pour un peu aussi remercier ceux qui sont assidus et ponctuels. Donc, je salue Quentin Thomas qui commence, voilà, qui nous met un petit message voilà, et Isabelle. Donc, voilà, toujours des habitués en fait, généralement. Donc, j'attendrai vos questions. J'ai encore à côté de moi, donc je vais vous le montrer. Voilà. Donc, Vincent Guillon, donc maire adjoint en charge de la communication, de l'événementiel et des élections, et qui euh, me transmet des questions, vos questions, et il les note sur un petit post-it et il me les transmet. Alors j'ai préparé quelques petites choses à vous dire au cas où les questions n'arriveraient pas euh, dans l'immédiat. Et donc le petit quelque chose, je vais pour commencer en fait vous souhaiter bien évidemment tous mes voeux pour cette nouvelle année. C'est une année qui démarre bien, il fait beau, il y a un grand ciel bleu ce matin. Voilà, faut toujours chercher à positiver les choses. On a des choses intéressantes, je vous en parlais tout à l'heure, les questions de vaccins, de toutes ces choses-là. Il y a des choses qui sont parfois inquiétantes, mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop se laisser déborder par ce qui peut être inquiétant. En tout cas, le laisser avec nous pour faire attention, être vigilant et ne pas y accorder non plus trop d'importance dans notre vie de tous les jours. En fait, il faut continuer à préserver notre santé et appliquer les gestes barrières. Pour la question des vœux, cette année, en fait, nous ne pourrons pas tenir la cérémonie des vœux traditionnels qui se passe au centre omnisport Gaillon, euh, parce que, évidemment, nous ne pourrons pas réunir les 600, 700 personnes qui viennent habituellement. Donc, j'en suis désolé, parce que c'est un moment important de convivialité pour l'ensemble de la ville et pour vous-même. Donc, bon, on a compensé, on a fait cette année une petite vidéo d'une dizaine de minutes. Peut-être que vous avez pu aller la voir déjà. Elle a été mise en ligne le 5, je crois, le 5 janvier. Et voilà, donc elle dure une dizaine de minutes. Je vous y adresse mes voeux et je fais comme pour la cérémonie. Je parle des projets à venir. Donc, je fais à peine le bilan 2020 et surtout des projets à venir pour 2021. Et certains vont se prolonger de 2021 jusqu'à 2022. Donc, ça vous permet aussi d'être au courant de tous ces différents projets. Donc, je pense que c'est important de pouvoir y aller, la visionner pour avoir la connaissance de ces projets qui vont vous concerner directement, hein, que vous soyez petits ou grands, en couple, en famille ou célibataire. En fait, beaucoup de choses vous concernent. Notre vœu, vous avez vu aussi notre carte de vœu, là c'est celle-ci, donc notre vœu pour 2021, et lorsqu'on ouvre à l'intérieur, et ça a été mis sur les affiches, en fait notre vœu, c'est d'être tous à nouveau réunis pour cette année, donc c'est vraiment ça qui nous manque en fait aux uns et aux autres, de pouvoir nous réunir à la fois dans des activités habituelles, hein, culturelles, sportives et associatives notamment, mais de pouvoir nous réunir aussi en famille sans qu'il y ait trop de contraintes. Donc voilà, c'est un espoir que nous pouvons avoir. Et en tout cas, je souhaite que ce soit possible et que vous ayez pu passer quand même un petit peu quelques moments ensemble durant ces fêtes de fin d'année, pas trop, avec pas trop de monde, mais en prenant toutes les précautions. Il se trouve que je reviens du marché. Là, j'étais sur le marché ce matin. Voilà, malgré le froid, les commerçants sont là. Peu de volants à l'extérieur, évidemment, parce que c'est plus compliqué dans cette période-là de les avoir. Donc, une très bonne ambiance et beaucoup de commerçants m'ont remercié. Donc, j'en profite aussi pour retransmettre ces remerciements. Me remercier pour tout le travail qui avait été fait l'année dernière
faire en sorte que le commerce puisse continuer à fonctionner. Et ces remerciements, ils sont aussi adressés à vous parce que vous leur avez fait un très bon accueil et vous avez aussi réussi à maintenir pour une bonne partie d'entre eux, les commerces alimentaires en tout cas, leur activité et leur chiffre d'affaires. Donc, je trouve que pour un certain nombre d'entre eux, ça s'est plutôt bien passé. Pour les commerces dits essentiels, en tout cas, pour les moins essentiels, si on peut utiliser cette terminologie-là, en fait, il y a quand même eu des moments intéressants. La librairie est assez contente de ces mois de novembre et décembre dernier, avec un chiffre d'affaires aussi qui était apparemment au rendez-vous. Vous étiez au rendez-vous, même si l'accueil, évidemment, n'était pas le même que d'habitude. Elles n'ont pas pu vous accueillir, vous donner du conseil, tout cela. Donc, bon, voilà, espérons que ça puisse revenir. En tout cas, les commerçants sont hyper contents et donc je voulais en profiter pour remercier évidemment ceux qui, à la ville, en fait, dans les services municipaux, donc notre manager de centre-ville et Christine Caron, maire adjoint en charge du commerce, en fait, pour leur travail qu'elles ont réalisé durant toute cette année. J'en profite tant que je parle du marché. Il se trouve que, et j'en étais encore témoin ce matin, ça fait quelques mois qu'il y a des difficultés, notamment de connexion Internet ou connexion en fait pour les GSM, les terminaux de paiement à l'intérieur de la halle. Ces problèmes sont de plus en plus importants. On est en train d'y pallier, c'est-à-dire qu'on est en train d'installer la DSL. On va y mettre aussi des bornes Wi-Fi à l'intérieur du marché pour justement que les commerçants puissent connecter leurs terminaux de paiement, ceux qui sont connectables en Wi-Fi en tout cas, il y en a certains qui le sont, pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus facile et qu'ils n'aient pas à trimballer leur terminal à l'extérieur. Voilà, ça nécessite un petit peu, ça nécessitait un travail d'étude, d'analyse de cette difficulté qui était assez variable, c'était cyclique. Il y a des moments ça se passait bien, d'autres moments ça se passait moins bien. Donc voilà un peu pour cet élément. C'est important aussi pour faire en sorte de faciliter la fluidité dans le marché pour éviter d'avoir trop de monde qui attendent que le paiement en carte bleue puisse se faire. Un point aussi que je voulais signaler, c'est du fait que nous ne pourrons pas tenir nos traditionnels moments de vœux au mois de janvier. La fête des seniors qui est prévue généralement le samedi qui précède le lundi de la cérémonie des vœux, c'est traditionnel de cette façon-là. Nous ne pouvons pas tenir non plus la cérémonie, la fête des seniors. Et donc nous avons compensé, nous avons fait quelque chose d'un peu différent. Nous avons proposé aux seniors qui le souhaitaient de pouvoir s'inscrire pour recevoir un petit cadeau. Hein. C'est tout à fait symbolique, mais le symbole est souvent bien accepté. Et donc, ils ont, entre hier, aujourd'hui et demain, ils vont recevoir chez eux par porteur spécial une azalée. Et puis, alors je dévoile pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était. Donc, c'est une azalée, puis un petit paquet de gâteaux. Les azalées venant de chez Red One en Sœur, le fleuriste du marché. Et le petit paquet de gâteaux venant de la boulangerie à côté de la gare gauche. Donc nous faisons fonctionner les commerçants locaux. Ce que je voulais vous dire aussi avant de prendre aussi vos différentes questions, c'est faire un point sur la question de la pandémie. Alors c'est le fil rouge depuis pratiquement un an maintenant. Je vous donner quelques chiffres, pas forcément sur Viroflux parce que je ne les ai pas, mais les chiffres sur les Yvelines où on voit que même si le taux d'incidence, vous savez, hein, le nombre de cas positifs pour 1000 habitants, ce taux d'incidence est encore en dessous des codes d'alerte, comme on peut voir dans les départements de l'Est de la France, hein, où ils atteignent 300 ou 350, me semble-t-il. Là, sur les Yvelines, le taux d'incidence est de 138 cette semaine. Donc c'est moins que la cote d'alerte, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais par contre, en fait, il se dégrade. C'est-à-dire qu'il était à 128 juste au moment de Noël. Maintenant, il est à 138. Non, 121 au moment de Noël. Il est à 138 maintenant. Et le taux de positivité est passé de 3,7% à 5%.
Donc, c'est-à-dire pour tous les tests, en fait, c'est 5% des personnes qui vont passer les tests se révèlent positives. Voilà, donc, ça évolue pas forcément dans le bon sens. Donc, je compte évidemment sur vous pour continuer à respecter l'ensemble des consignes pour éviter que ce taux d'incidence ne se dégrade et évidemment pour éviter un éventuel confinement ou, je dirais, pas forcément pire encore, mais un couvre-feu qui serait 18 heures et qui serait très difficile à gérer pour les familles et pour ceux qui ont besoin de travailler à l'extérieur. Donc, si on peut éviter tout ça, ce serait une très très bonne chose. Le, Par contre, il y a un taux d'occupation des lits en fait des lits en réanimation qui est euh, assez inquiétant puisqu'il est à plus de 50%, il est à 62% à l'heure actuelle. Et donc, ce n'est pas un bon indicateur. C'est pour ça qu'il faut absolument éviter d'avoir. Euh, je- Excusez-moi, je rigole, c'est un sujet sérieux, mais je vais arriver comme à chaque fois. On retrouve notre roi Haji Nakou qui veut nous faire des choses, le porte-monnaie, la valise magique. Voilà, des- il y a des gens vraiment qui sont absolument incroyables et qui arrivent toujours à s'incruster. Voilà, bon, c'est peut-être donc pas une question, mais je vais donc le mettre de côté. Sur la nouveauté de 2021, donc c'est la question du vaccin. Et d'ailleurs, je vais vous faire passer un petit sondage, si vous le voulez bien, un sondage sur votre intention de vous faire vacciner ou pas. Je le publie, hop, voilà, pour un peu vous tester, même si on n'est pas pour l'instant très nombreux, c'est pas très représentatif, mais ça permettra de voir un peu, pour ceux qui suivent, si vous avez l'intention de vous faire vacciner ou pas. Donc je laisse actif le temps que vous puissiez répondre. Sur la campagne de vaccination, elle a été lancée. Alors, vous l'avez compris, au niveau national, c'était un peu, ça a paru cafouilleux en tout cas. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile à organiser, loin de là. Il se trouve que, voyant que les choses avançaient peu, j'ai aussi demandé à l'Agence régionale de santé, l'ARS, si il souhaitait que j'installe un centre de vaccination sur Viroflay. Je me suis porté volontaire pour mettre à disposition un gymnase. Je l'ai fait donc lundi dernier. J'ai reçu une réponse très rapide de l'ARS me disant que c'était, me remerciant en tout cas, et me disant que ce n'était pas d'actualité, la vaccination de masse n'étant pas d'actualité, en tout cas dans la stratégie vaccinale du gouvernement. Donc, voilà, et qu'elle gardait quand même ma proposition. Depuis, les choses ont encore évolué. J'ai aussi des médecins libéraux du Reflet qui se sont proposés pour m'aider, pour aider la population du Reflet à se faire vacciner. Donc, si je crée un centre, en fait, ils étaient tout à fait partants, pour certains d'entre eux en tout cas, pour venir passer un peu de temps et de façon tout à fait bénévole pour passer un peu de temps sur cette vaccination. Donc, je les en remercie bien évidemment. Donc, ah oui, il y a des patients qui demandent aussi, il y a des patients qui demandent aux médecins si ils peuvent vacciner. Donc pour l'instant, ça n'est pas le cas. Je vous donne un peu les dernières informations que j'ai obtenues hier de l'ARS. C'est le fait que pour l'instant, il va y avoir donc 4 centres de vaccination dans les Yvelines. Les 4 centres étant reliés à des centres hospitaliers. Le premier, c'est celui de Mignot, donc à Versailles il est congéloporteur, c'est-à-dire que c'est lui qui a les congélateurs et qui alimente ensuite les autres centres de vaccination. Il y en a un au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, il y en a un au centre hospitalier de Rambouillet, et puis il y en a un aussi dans une salle municipale, une grande salle municipale de Poissy. Et là, pour l'instant, ces centres de vaccination sont uniquement destinés au personnel soignant de plus de 50 ans. Vous avez pu suivre dans les actualités le fait que le gouvernement avait accéléré sur ce plan-là, donc les soignants de plus de 50 ans. Et il se trouve qu'il a été annoncé qu'à partir du 18, oui pardon, je reviens un petit peu en arrière, les EHPAD aussi donc, sont en cours de vaccination, donc les choses se passent de façon correcte.
Et sur nos 2 EHPAD de Viroflay, ce sont 2 méthodes un peu différentes qui sont mises en place parce que l'EHPAD de Rive-Droite, les Honnêtes, est en lien direct avec l'hôpital Mignot. Donc en fait, les résidents et le personnel va pouvoir se faire vacciner via l'hôpital Mignot qui apportera des vaccins et qui fera les vaccinations en interne de l'EHPAD. Et pour l'EHPAD de la Source, c'est via des pharmacies de ville que les vaccins vont être récupérés. Voilà, donc c'est un mode de vaccination un petit peu différent, mais c'est avec le même vaccin que tout le monde. Donc tout ça s'organise correctement. J'en profite pour dire que dans les EHPAD, ça fait quelques mois qu'il n'y a pas eu de cas de Covid dans les EHPAD, donc c'est plutôt une bonne chose, même si il faut maintenir des règles de visite un peu drastiques pour faire en sorte que le virus ne rentre pas dans les EHPAD. Et donc, il y a une dizaine de centres qui seront installés à partir de, je crois, du 18 janvier dans les Yvelines. Je n'ai pas du tout la liste, je ne sais pas si ce sont les 10 centres, dont les 4 déjà existants, mais en tout cas, ce seront 10 centres qui seront installés, notamment pour commencer à vacciner les plus de 75 ans qui ne sont pas pathologiques ni présentant de morbidité particulière. Donc en fait, voilà, c'est cette accélération de la campagne de vaccination qui devrait se voir réalisée. En l'occurrence, on verra en fonction de l'emplacement des centres de vaccination. S'ils sont peu accessibles pour les Viroflaysiens, on verra s'il est nécessaire, en tout cas pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer, s'il est nécessaire de les aider à se déplacer vers le centre de vaccination le plus proche de Viroflay. Ça s'ajustera dans les jours à venir, bien évidemment. Ça n'est pas encore décidé. Vous voyez, en fait, ce sont des choses qu'on voit au jour le jour, puisque les informations nous arrivent aussi au compte-gouttes au jour le jour. Je fais comme vous, j'écoute ce que nous disent le Premier ministre et le Président de la République quand ils s'expriment. Voilà pour ça. J'étais un petit peu agacé à un moment donné quand j'ai appris que, par le Premier ministre, en fait, ou un peu avant, non, c'était par une interview de Attal, le porte-parole du gouvernement, qu'un comité d'une trentaine de citoyens allait tirer au sort pour être un peu l'aiguillon du gouvernement sur la question de la vaccination. Je me suis dit, mais il y a quand même d'autres instances qui existent. Et ce serait bien aussi d'écouter un peu les élus, les députés, les sénateurs, mais également les maires, qui ont aussi beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire pour aider dans la vaccination. Or, on avait l'impression d'être un peu les oubliés de l'opération. Et donc, vous avez entendu beaucoup de maires qui sont exprimés en disant attendez, on est là, on est sur le terrain, on peut tout à fait le faire. Voilà, ça fait partie des difficultés. Je pense que certains de nos dirigeants n'ont pas conscience que nous avons des maires, voilà, en France. Il y a une question donc de Maya Polka, c'est ça, sur où peut-on trouver les adresses des pharmacies et laboratoires qui pratiquent le test salivaire. Alors là, je n'ai pas exactement la réponse. Ce que je peux vous dire, c'est que le laboratoire de Viroflay fait le test PCR et les résultats sont en moins de 24 heures. Et il a été très rapidement un des premiers à faire des tests des résultats en moins de 24 heures, ce qui est une excellente chose du test PCR. Sur le test salivaire, je ne sais pas, je note la question et j'essaierai d'y répondre dans les jours à venir pour essayer de vous donner de l'information. Une autre question qui m'est posée par Florence je crois, qui me demande s'il est possible de rappeler au commerce, que la ville rappelle aux commerçants que le port du masque est obligatoire. Bon, donc notamment aux commerçants alimentaires donc essentiels qui se sentent à l'abri d'une fermeture. On essaie de le faire, évidemment. Vous êtes client aussi, vous pouvez leur dire, gentiment, hein, bien sûr, mais je crois que c'est dans le respect du port du masque et des gestes barrières que nous pourrons arriver à nous en sortir avant que le vaccin soit généralisé. Voilà, mais on essaie de le faire. Vous savez, moi, quand je vois des commerçants qui ne le portent pas, je leur rappelle. Certains me l'ont rappelé un jour, il y a quelques semaines. J'étais rentré dans le marché, au tout début du marché, j'avais oublié de le mettre, ça m'est arrivé.
Il y a un commerçant qui m'a dit: «Ah, monsieur le maire et le masque». Hop, j'ai mis immédiatement, ça peut arriver effectivement à tout le monde d'oublier. Ah oui, pardon, excusez-moi. On parlait du test salivaire et pas du test antigénique. Donc le salivaire, je ne crois pas qu'il soit actuellement, qu'il y en ait dans les parages en fait qui se fasse. C'est soit du PCR, soit de l'antigénique, donc toujours avec la même technique du goupillon dans le nez, voilà, qui est pas très agréable mais qui n'est pas trop douloureux. Voilà, sur cette question de la vaccination, en tout cas, on a compris que ce sera par catégorie de personnes et pour la population en général, il faudra, je pense attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et je pense qu'une des difficultés en termes de logistique, c'est la question du rappel, puisque le rappel doit être fait, je crois, entre 3 et 6 semaines après la première injection. Donc ça signifie qu'il faut gérer cette dimension-là. Nous, on a regardé pour notre personnel, on va faire vacciner ceux qui ont, en fait, sont volontaires. Dans le service de soins infirmiers à domicile, ce sont des soignants qui vont donc à domicile des personnes et ils ont besoin de pouvoir être vaccinés. Je crois qu'on a une bonne proportion de notre personnel du SIAD qui est tout à fait volontaire pour être vacciné. Je crois aussi savoir que dans les EHPAD, les résidents sont assez volontaires pour se faire vacciner. C'est un peu plus compliqué du côté du personnel. Voilà, merci Agnès de votre commentaire. C'est vrai que en fait, moi j'en discute avec beaucoup de maires. En fait, on se dit, mais voilà, on a vraiment l'impression d'être complètement oublié. Donc et on se rappelle de nous quand ça devient vraiment urgent et il faut mettre en place des choses de façon très urgente. Je vous rappelle que les masques, ce sont les collectivités locales qui ont pu fournir des masques alors que l'État n'a fourni des masques à partir du mois de juin ou juillet. Et donc ça a été vraiment quelque chose d'important. Donc notre démocratie représentative a encore, je pense, de beaux jours parce qu'elle est sur le terrain. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Voilà, je vais passer un peu cette partie vaccination. Bien évidemment, il y a quelques informations que je voulais aussi vous donner qui ont un lien direct avec cette situation pandémique, notamment la question du scolaire. Nous continuons à pratiquer le protocole, à appliquer le protocole à la fois scolaire et périscolaire tel qu'il était en vigueur avant les vacances, c'est-à-dire le principe du non-brassage qui demeure un principe essentiel dans nos écoles et dans les activités périscolaires. Je sais que certaines personnes, certains viroflésiens me disent, mais c'est bizarre parce que certaines activités associatives pour les enfants peuvent reprendre. Et donc, dans ce cas-là, en fait, le brassage lui-même peut reprendre aussi. Et donc, il y a une sorte de paradoxe. Et donc, oui, effectivement, il y a un paradoxe. Quand on nous dit le sport, les activités culturelles et sportives pour les mineurs peuvent reprendre. Et là, ils ne sont plus par groupe composé de classes. Donc, c'est un truc que j'espère qu'on va pouvoir expliciter dans les prochaines semaines. En tout cas, très clairement, les activités associatives à destination des enfants peuvent reprendre, sauf si ce sont des activités de type chant choral, ce genre de choses, parce que là, pour le coup, c'est un peu plus gênant. Je vous dis tout ça, mais c'est sous réserve que la fameuse variante anglaise ne nous touche pas, parce que semble-t-il, ça touche davantage les enfants. Donc, pour l'instant, ce que je vous dis là ne sera peut-être plus valable demain. Donc, voilà. Donc, j'ai répondu quand même positivement à certaines associations qui voulaient reprendre leurs activités telles que Viroclac, telles que Danse-moi une histoire, en fait. Et donc, on a rouvert certaines salles pour pouvoir, les salles habituelles pour elles, pour qu'elles puissent reprendre leurs activités habituelles. C'est déjà ça. Un point sur nos commerces aussi, en fait, nos commerçants, donc on a parlé tout à l'heure sur la question de pouvoir avoir des commerçants qui respectent évidemment les règles qui ont été fixées, mais on a quand même beaucoup de commerçants qui sont extrêmement dynamiques, je tenais à le signaler. Ils ont eu beaucoup de travail sur l'année 2020 et ils poursuivent en 2021. Et ils font preuve de créativité. Nous les accompagnons sur la question de la transition numérique. En fait, ils sont très actifs.
Nous avons une réunion mercredi dernier avec des commerçants pour la question de l'avenir de la halle Leclerc, en fait, pour essayer de voir comment on peut la faire évoluer. Donc, apparemment, une très bonne réunion qui s'est déroulée ce mercredi soir. Donc, je remercie tous ceux qui ont participé. Et vous dire que c'est presque une dizaine de commerces nouveaux qui sont apparus l'année dernière, malgré cette situation pandémique. Et donc, je voulais saluer les 2 derniers arrivés, qui sont un Coxy Market, qui se trouve à la place de l'ancien du pressing, qui se trouvait sur l'avenue du Général Leclerc, pas loin de la place Louis XIV, pas loin du Picard, en fait, de ce secteur-là. Et également l'arrivée d'un restaurant il me tarde que ces restaurants ouvrent. C'est la Côte de Bœuf qui ouvre dans un restaurant qui était avant un restaurant chinois qui s'appelait Dragon Royal, et donc à l'angle de l'avenue Général Leclerc et de la rue Doumer. Et donc ce restaurant va proposer, c'est un restaurant de viande qui propose actuellement de la vente à emporter, mais qui a fait des gros travaux d'aménagement intérieur. Donc vivement le moment où il va ouvrir. Donc bienvenue à ces nouveaux commerces et à tous ceux qui souhaiteront bien évidemment s'installer. Nous avons aussi des médecins qui se sont installés sur Viroflay durant l'année de 2020, et notamment via notre centre médical que nous avons racheté, le centre Marivel, dont nous avons racheté les locaux. Donc voilà pour ces différents éléments sur les commerces et sur la partie scolaire et associatif. L'associatif peut aussi se réunir, je le dis en fait parce que la question m'a été posée en marge de ce Facebook Live, sur les assemblées générales. Je sais que l'Association générale des familles veut faire son assemblée générale annuelle, et donc oui, les assemblées générales annuelles peuvent se tenir. Ça fait partie des instances importantes, mais par contre, il ne peut pas y avoir de pots, de petits cocktails à l'issue de ces assemblées générales. Si vous pouvez les tenir en visio, c'est bien aussi, mais elles peuvent se tenir il me semble bien, hein, en présentiel dans des salles municipales. Évidemment, toutes ces activités dans des salles municipales doivent répondre à des protocoles. Donc, il faut que chaque association, chaque organisateur puisse nous donner le protocole sanitaire qu'il met en place. Sur les autres éléments, je regarde un petit peu ce qui m'est dit dans les différentes questions. Il n'y en a pas beaucoup plus pour l'instant qui arrivent. Un point que je qualifie de très important, c'est la question des rythmes scolaires. Si vous êtes parent avec des enfants scolarisés dans les écoles, vous aviez reçu un flyer, ce qu'on appelle un flyer, un tract, pour vous dire un petit peu la façon dont ça allait se passer. Et donc, nous allons vous interroger dans un sondage dont vous allez recevoir le matériel de vote à partir de lundi. Ce sont vos enfants qui sont dans les écoles qui vous apporteront ce matériel de vote. Et le vote pour la semaine à 4 jours ou 4 jours et demi se fera à partir du lundi 18 et jusqu'au vendredi de cette semaine-là. Donc, et vous apporterez votre réponse, votre bulletin de vote dans l'école et qui se chargera de collecter. Et donc, et nous dépouillerons à la fin du mois de janvier pour voir quel est le choix qui aura été fait par vous-même, par les parents. Donc, et en fonction de ce choix, nous appliquerons le choix à la rentrée 2021, en même temps que nous devons repenser notre plan éducatif territorial, notre PEDT. Et donc, tout cela se mettra en place, soit se remettra en place pour si c'est la semaine de 4 jours qui l'emporte, ou en tout cas si c'est la semaine de 4 jours et demi qui est à nouveau souhaitée. En fait, nous continuerons à proposer des activités pour cette semaine de 4 jours et demi. Voilà. Donc c'est vraiment, si vous êtes parent d'élèves, répondez à ce sondage, c'est important puisque là, pour le coup, c'est totalement vous qui déciderez, même si ça se joue à 51 contre 49%, eh bien ce sera la majorité qui l'emportera. Donc soyez très nombreux à voter. J'en profite en fait sur les questions justement de sondage ou d'interrogation. Vous avez compris que nous le faisions de plus en plus.
Quelque chose de peut-être moins important, mais je trouve que c'est un peu symbolique, c'est le sondage pour le nom de la piscine. Cette enquête que nous avons lancée, au mois de décembre, nous avions sollicité pour obtenir des propositions hein, de noms pour la piscine. Nous avons dépouillé tout ça, donc je voulais remercier près de 500 personnes en fait se sont manifestées pour proposer des noms à cette piscine. Alors, il y a eu des choses parfois un peu exotiques. Et donc, une petite commission s'est réunie pour en sélectionner une dizaine de ceux qui étaient revenus le plus souvent, de ceux qui étaient acceptables en tout cas. Et cette dizaine de noms vous est proposée à l'heure actuelle jusqu'à demain, donc sur le site de la ville et sur Facebook, pour que vous puissiez continuer à voter. Et je sais qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui se sont prononcées d'ores et déjà. Alors, certains m'ont dit, attention, on peut voter plusieurs fois. Oui, on peut voter plusieurs fois. Je ne vois pas l'intérêt de le faire. Hein. Restons raisonnables et laissons la démocratie pleinement s'exprimer. Si jamais on se rend compte qu'il y a des abus, on verra un petit peu comment nous pondérons le résultat. Donc ce résultat devra être connu, je pense, dès cette semaine à venir. Et donc nous vous en ferons part. Un point qu'on a essayé d'éviter, c'était de donner un nom propre en fait, à une personne existante. Et c'est Opalia, notre concessionnaire qui gérera la piscine, qui nous a dit si on donne un nom d'une personne vivante à un bâtiment, à une piscine, en fait, on n'est jamais certain de ce que fera la personne vivante dans les années à venir. Donc, si jamais il est nécessaire de débaptiser un équipement, donc une piscine, c'est pas forcément une bonne chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on n'est pas certain du comportement des personnes toujours en vie ou en activité. Des personnes décédées, c'est plus facile, mais on n'allait pas appeler la piscine Lamartine, par exemple. Là, ça n'a pas réellement de sens. Une question a été posée sur la jauge pour les associations, les AG d'associations. Et quel protocole? Donc moi je vais dire c'est lorsqu'il y a des AG de certaines associations, en fait, déjà en fait au niveau de notre service de location de salles, de réservation de salles, il faut nous donner un protocole en disant voilà la façon dont nous souhaitons organiser ce protocole et la jauge est un peu en fonction de la taille de la salle. Donc il n'y a pas de, je crois pas qu'il y ait de jauge qui ait été définie pour l'instant par le gouvernement. Et en fait, si vous nous dites on peut être une dizaine, la salle Puyade est tout à fait faisable. Lorsqu'on commence à dépasser une trentaine de personnes, dans ce cas-là, il faut des salles plus grandes. Donc c'est plutôt la salle du Noyer, mais qui ne pourra pas accueillir. Du Noyer peut accueillir habituellement 200 personnes en temps normal. Et donc, en fait, je pense qu'on va limiter la jauge à maximum une soixantaine de personnes, mais c'est à l'association de définir le protocole et de nous dire voilà, il y aura du gel à l'entrée, on demande le masque évidemment, obligatoire, et on mettra les chaises à distance. En fait, voilà, c'est à chacune de porter sa responsabilité et donc de nous proposer un protocole, pas de 50 pages, hein, mais un protocole sur une page, ça suffira. Ça permettra déjà de voir que vous avez réfléchi à cette question-là. Donc j'ai parlé du sondage pour la piscine. Il y a aussi, je voulais saluer les initiatives en fait de certains virophésiens qui notamment fait une initiative qui a vu le jour l'année dernière sur un petit groupe de virophésiens qui ont mis sur Facebook le souhait de pouvoir se constituer pour réfléchir sur la question des incivilités de façon un peu large dans la ville. Donc, j'ai déjà reçu deux de leurs responsables, si on peut dire qu'il y a un responsable des groupes, en tout cas deux des meneurs. Je les ai reçus au mois d'octobre, peut-être dernier, en leur disant tiens, je suis tout à fait partant pour travailler avec vous. Ils continuent à réfléchir sur ces questions-là et on a mis en place une ou deux de leurs idées déjà, notamment sur la question des sapins de Noël. Notamment, on a qu'on voit fleurir sur les trottoirs. Ça n'a pas empêché de les voir fleurir, mais vous savez, les sapins, l'année dernière, on les a ramassés très tôt. C'est Versailles Grand Parc qui sont chargés. On les a ramassés peut-être aux alentours du
5 ou 6 janvier, et beaucoup de personnes nous ont dit, attendez, c'est un petit peu tôt, on vient à peine de sortir des fêtes, et c'est plutôt sympa de continuer à avoir un décor de fête dans notre chez nous, dans notre salon. Et donc cette année, le ramassage des sapins a été prévu les 11 et 12 janvier, c'est-à-dire lundi pour la rive gauche et mardi prochain pour la rive droite. Et malgré cela, malgré les affiches qu'on a mises sur les panneaux d'affichage municipaux, malgré les communications que vous avez faites sur Facebook, sur le site de la ville, sur l'application de la ville, malgré des affichettes qu'on a envoyées aussi aux copropriétés pour les afficher dans les halls d'entrée, en fait, on a commencé à voir fleurir des sapins sur les trottoirs dès la semaine dernière. Et voilà, donc je trouve que la question de ce groupe de travail sur les incivilités, j'appelle ça une incivilité en fait, le fait de ne pas essayer de comprendre et de savoir à quel moment on peut mettre telle ou telle chose sur le trottoir, eh bien ce groupe de réflexion sera le bienvenu pour essayer de trouver des solutions. Ce n'est pas facile, hein, donc voilà pour ce groupe-là, donc j'ai hâte de pouvoir travailler avec eux. Et il y a un autre groupe de réflexion que j'avais aussi souhaité initier qui ne démarre pas exactement de la même façon que ce que je souhaitais au départ, à cause de la pandémie justement, c'est un groupe de réflexion sur le vélo. Et donc actuellement, donc c'est Jean-Philippe Ollier, donc maire adjoint en charge de l'aménagement de l'espace public et donc aussi de la voirie, en fait, qui est chargé de faire des consultations, qui a commencé ces consultations d'un certain nombre de viroflésiens, que ce soit des élus et des élus des groupes d'opposition, mais également des viroflésiens dans des associations, notamment des viroflésiens qui se sentent concernés par le vélo. Et donc, ce qui permet justement de commencer à défricher le sujet et pour pouvoir ensuite voir comment ce groupe peut commencer à travailler pour faire des vraies propositions à la fois réalistes et qui tiennent compte de tous ceux qui utilisent l'espace public de Viroflay. Ils sont nombreux, que ce soit à pied, en patinette, en poussette, à vélo, en voiture, que sais-je. Ah oui, tiens, je reviens un tout petit peu en arrière, j'ai parlé des sapins. Une question de Gaël, Gaël Serin-Grosjean qui demande où vont les sapins ramassés. Donc en fait, les sapins ramassés sont recyclés. Dans le temps, c'était plus difficile parce qu'ils ils sont plutôt acides. Je crois que les résineux ont un côté un peu acide et c'est difficile d'en faire du compost, mais apparemment, il y a des techniques qui ont été trouvées, donc ils sont recyclés, sauf les sapins artificiels, bien sûr, et les sapins floqués. Les sapins floqués, vous savez, avec du blanc la plupart du temps, c'est le blanc qui est plus joli parce que les sapins floqués bleus ou rouges, ça ne me paraît pas être des sapins de Noël, mais bon, il y en a quand même. Mais les sapins floqués ne sont pas ramassés, ils sont ramassés avec les ordures ménagères habituelles. Voilà, donc en fait, ils sont bien recyclés et ils sont ramassés en porte-à-porte. Hein, donc c'est quand même la solution la plus simple. Donc respectons bien ce processus-là. Si vous voyez des sapins déposés en dehors de ces horaires et de ces dates, ben dites-le à vos voisins. Bon, évidemment, on ramassera les retardataires, mais si on peut éviter d'avoir des retardataires, parce que ça fait de l'argent public dépensé pour rien du tout. Donc c'est un peu dommage. Voilà pour cela. Une question ou alors Madame Egal suggère que la ville aide les associations à organiser les assemblées générales à distance. Bon, pourquoi pas? En fait, j'ai l'impression que beaucoup de personnes maintenant savent utiliser tous les différents outils qui existent, que ce soit les Teams, les Zoom, les WhatsApp, les Skype et tout ça. Donc, voilà, je pense que la ville peut faire beaucoup de choses. Est-ce que c'est indispensable? Je ne sais pas. En tout cas, bon, si quelqu'un a une vraie difficulté pour organiser, je pense qu'à l'intérieur des associations, on peut aussi avoir des personnes qui maîtrisent les sujets, donc même s'ils ne sont pas présidents d'association. Donc c'est aussi, faut pas toujours chercher à faire appel à la collectivité. On peut aussi parfois arriver à se débrouiller par soi-même, me semble-t-il. Donc, mais c'est un sujet auquel je ne vais pas
je n'avais pas pensé. Une question a été posée, donc je continue à répondre aux questions, même si j'ai d'autres sujets que je souhaitais aborder avec vous, mais en fait, je vais répondre aux questions parce que c'est quand même l'objet de ce Facebook Live. Une question qui est tout à fait différente. En cas de rénovation de copro, notamment pour identifier les fuites thermiques et donc pour travailler sur l'isolation thermique, la mairie dispose-t-elle d'une caméra thermique à prêter? Alors la réponse est non. Nous ne disposons pas de caméra thermique. La question se pose de savoir si on n'a pas intérêt soit en louer une, soit en acheter une. Voilà, donc c'est une question qui est en cours. Donc nous y répondrons certainement plus tard. Oui, effectivement, même égal dit pour les assemblées générales, organiser les votes, c'est particulier. Oui, effectivement, c'est particulier. Sachant qu'il y a certaines applications qui permettent de lever la main, de dire hop, levez tous la main, puis après quelqu'un compte les mains qui ont été levées pour pouvoir. Ou alors on compte à l'inverse, on compte les contre et les abstentions qui sont parfois moins nombreux que les pour. Donc c'est une solution qui est un peu plus simple. Donc je reviens sur la caméra thermique, c'est une question en fait que je vois. Je ne sais pas ce que ça coûte une caméra thermique. En tout cas, il y a peut-être aussi un mode d'utilisation, donc il y a peut-être une formation particulière à faire pour le sujet. Donc je vais regarder cette question. Nous mettons en place un certain nombre de rénovation thermique de nos bâtiments à nous. Enfin, et on sait que en fait, beaucoup de choses passent par les toits, les fenêtres. Donc, nous avons un programme de rénovation thermique de nos bâtiments à nous. Et parfois, nos maîtres d'œuvre en fait, nous aident à identifier les endroits d'où la chaleur peut s'échapper. Un point que je voulais dire en attendant d'autres questions, je vais faire un point sur les questions peut-être. Si une question m'avait été posée, notamment au conseil municipal, sur le déploiement de la 5G. Je sais que certains attendent avec impatience la 5G, d'autres ne la souhaitent pas pour des raisons de dangerosité ou je ne sais quoi. Donc la réponse que j'ai faite, c'est le fait que je suis maintenant sollicité par certains opérateurs qui souhaitent installer des antennes de 5G sur Viroflay, de la même façon que la 4G, et j'ai été aussi sollicité. Quand je dis sollicité, c'est un peu différent. Je suis informé par des opérateurs qui souhaitent mettre en place telle ou telle antenne à tel ou tel endroit dans Viroflay. Et donc, en regardant quel était le droit, en l'occurrence, il se trouve qu'un maire n'a pas le droit de décider ou de refuser l'implantation des antennes 5G. Cette prérogative est donnée au gouvernement, aux différents ministères. Et donc, même pour des raisons parfois d'urbanisme, le maire ne peut pas s'opposer à l'installation d'antennes 5G. Néanmoins, les dossiers d'information que nous donnent les opérateurs nous permettent de savoir quels sont les niveaux, les fréquences, les niveaux d'intensité en fait, des ondes qui sont émises. Et nous travaillons avec une association locale de Viroflay qui nous étudie en fait les dossiers d'information qui nous sont donnés par les opérateurs pour pouvoir ensuite faire une réponse en disant ça manque de clarté, de transparence, on veut des informations complémentaires pour donner un avis en tout cas. Et je sais que j'ai récemment quand même, même si je ne peux pas refuser l'implantation d'une antenne, je peux aussi dire, c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, à un bailleur social, je peux lui dire que je ne souhaite pas qu'une antenne telle qui a été prévue puisse s'installer sur sa toiture. Donc j'ai eu une réponse il n'y a pas longtemps de l'opérateur du bailleur social me disant qu'il renoncerait donc à l'implantation d'une antenne sur leur bâtiment. C'est aussi comme ça qu'on peut arriver à réguler un petit peu, mais sans avoir trop de poids sur cette question-là. Voilà, sur la question du 5G. Un petit point sur la dimension de la culture, je l'ai dit tout à l'heure,
des activités culturelles ont pu reprendre pour les enfants, et donc qu'elles soient associatives, mais également municipales, puisque les cours pour enfants ont repris le 4 janvier dernier. Je crois qu'ils avaient repris un tout petit peu avant les vacances, mais ils ont repris le 4 janvier dernier donc, à l'École de France. Et donc je pense que les enfants, comme les parents, sont ravis de pouvoir reprendre ces différents cours. Les cours de langue, d'histoire de l'art se poursuivent en visioconférence. Donc les profs de l'EQ se sont adaptés, ainsi que les élèves. Je sais que certains élèves apprécient moyennement en fait cette possibilité de cours à distance. Donc il y a eu des désinscriptions en cours d'année, donc que je peux comprendre en espérant que nous pourrons reprendre. Bien évidemment, les cours en présentiel, c'est quand même plus agréable de pouvoir parler des langues étrangères et les apprendre en étant à plusieurs en présentiel. La galerie de l'Écu de France reste fermée, hein, les musées restent fermés, vous l'avez vu, jusqu'à une période qui n'a pas encore été définie, en tout cas tout le mois de janvier. Et donc, nous avons une exposition qui est installée à l'heure actuelle qui s'appelle la patine du temps. On peut se dire, est-ce qu'elle va se patiner encore plus avec le temps d'installation qui est prolongé. Donc, nous attendons, et donc, bien évidemment, le planning que nous avions prévu pour cette saison culturelle va être forcément décalé dans le temps. Nous nous adapterons en tout cas. Et nous avons des spectacles pour enfants qui sont prévus également, je crois, pour les 20 et 29 janvier. Là, nous attendrons de voir la façon dont les contraintes sanitaires nous sont posées et voir si elles évoluent. En tout cas, toutes les informations sont mises à jour sur notre page Viroflay Culture. Donc, elles seront évidemment plus à jour que le Facebook Live mensuel que nous pouvons faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions en cours? Non, me signale Vincent. Je vais saluer quand même aussi tous les services municipaux qui travaillent malgré tout, malgré ces différentes conditions et ces incertitudes. Et puis remercier l'ensemble des élus qui, évidemment, continuent à travailler sur la suite des événements. Et en profiter pour continuer et vous remercier, vous aussi, en fait, de votre patience et de votre bienveillance. Pardon. Je continue à observer ce qui se fait, ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Je continue à vous demander d'être les plus bienveillants possibles sur les réseaux sociaux, et de temps en temps, je vois des escarmouches sur Facebook notamment. Je vois pas l'intérêt en fait de choses comme ça où rapidement le ton peut monter. Franchement, je n'en comprends pas l'intérêt. On n'a pas besoin de ça à l'heure actuelle. On a plutôt besoin d'unité et de bienveillance. Je dis plus de bienveillance que d'unité, mais d'une bienveillance partagée. Je vais vous parler un petit peu de travaux. Si vous visionnez ma vidéo des vœux, vous verrez les différents projets. Je ne vais pas les énumérer aujourd'hui. Et vous aurez aussi, si vous n'êtes pas allé la voir, vous pourrez voir un peu l'intérieur de la piscine. Donc avec une séquence qui a été tournée dans la halle bassin de la piscine. Donc voilà, tout petit aperçu. Mais ça avance correctement. Une question m'est posée un instant sur c'est du PLU, c'est la toute dernière. David Desbrands qui parle du PLU. Alors le PLU, oui, nous avons une modification du PLU, je vous en avais parlé, et le magazine, on avait parlé aussi, le dernier magazine celui d'octobre, en parlait. Le PLU est en cours de modification. Nous avons dans l'enquête publique qui s'est déroulée, le commissaire enquêteur nous a rendu son rapport et ce rapport va être examiné par le conseil municipal dans sa séance du 21 janvier. Et je rappelle que cette séance du conseil municipal va à nouveau se dérouler à huis clos, mais sera retransmise en direct en vidéo. Et donc, vous pourrez bien évidemment pouvoir y assister, pour voir l'ensemble des débats. Je ne dis pas quelle est
la teneur du rapport du commissaire enquêteur, évidemment, si vous me permettez, je la réserverai aux élus qui en auront connaissance à partir de la semaine prochaine pour pouvoir examiner ça avant d'en débattre en conseil municipal. Voilà. Mais tout cela avance et j'espère bien que nous pourrons la voter, cette modification du PLU, le 21 janvier prochain. Et cette modification sécurise davantage encore certains quartiers pavillonnaires. Et nous avons tenu compte de certaines observations qui ont été faites durant l'enquête publique pour amender un peu notre modification que nous avions prévue. Nous avons tenu compte de certaines de vos remarques ou de certaines remarques des élus d'opposition. Voilà, qu'est-ce que je vois en dehors des jours rouges? Le reste de la ville est-il en stationnement payant à des zones rouges? Alors, le principe est que le stationnement reste payant sur Viroflay, sur l'ensemble des secteurs payants. C'est un principe parce que nous avons un contrat avec un prestataire en fait, qui est chargé de collecter les recettes et si on modifie de façon substantielle le contrat, il faudrait que la ville soit amenée à compenser le manque de recettes. Voilà. Mais nous portons une attention particulière sur le contrôle du stationnement dans les zones rouges, c'est-à-dire les zones dans lesquelles on a besoin d'avoir une rotation des véhicules, c'est-à-dire les zones principales, les zones commerçantes de Viroflay. Voilà, c'est un principe qu'on a mis en place pour faire en sorte de ne pas trop pénaliser ceux qui font du télétravail dans les quartiers résidentiels. Il y a peu de stationnements payants dans les quartiers résidentiels, mais c'est surtout les stationnements payants dans les rues qui sont aux abords des gares, en fait, qui peuvent être en stationnement payant. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus ou être plus précis que ça. En tout cas, si vous voulez être certain du fait que vous ne serez pas verbalisé, il y a toujours les abonnements possibles en fait à 21,50 € par mois, ce qui n'est pas extrêmement cher. Voilà. Mais donc, en tout cas, si vous garez dans une zone rouge, là, clairement, les contrôles sont opérés. Donc, j'en profite pour parler un peu de la police municipale, puisque vous signalez. Donc, on a à la fois des agents de surveillance de la voie publique, donc des ASVP, qui eux, en fait, sont chargés du respect du stationnement à Viroflay principalement, hein, puis les sorties des écoles, de faire de la relation directe avec les Viroflaysiens. Mais nous avons aussi une police municipale dont le rôle est plus élargi évidemment que les ASVP. Et notamment, je vous avais parlé de la mise en place d'une brigade du soir. Donc cette brigade fonctionne et nous l'étoffons puisque nous avons un troisième policier municipal qui nous a rejoint le 2 janvier dernier. Il nous en faudrait 4 pour pouvoir assurer la rotation en tenant compte des absences pour congé, ce genre de choses. Et donc cette police municipale se déroule à la fois le matin et l'après-midi et le soir, deux équipes différentes. Et le soir, elle fait pas mal de contrôles liés notamment à l'application du couvre-feu. Et je peux vous assurer qu'elle tombe parfois sur des choses un peu exotiques, hein, des personnes qui font leur jogging après le couvre-feu vers 22h, 22h30, alors que ce n'est pas autorisé. Et puis, je peux vous dire que nos policiers municipaux font preuve d'un certain discernement et n'ont pas pour consigne de verbaliser de façon systématique, mais lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a un vrai abus, bien là, ils n'hésitent pas à verbaliser. Donc, voilà, donc je vous demande de respecter les règles, y compris de couvre-feu, puisque les contrôles sont opérés. Et nous allons aussi de cette façon dans certains quartiers dans lesquels on peut nous signaler parfois des rassemblements ou des personnes qui, a priori, n'ont rien à faire dehors. Voilà, donc je suis assez content de voir que le police municipal s'étoffe et a repris une image vis-à-vis de l'extérieur qui est plus agréable que celle qu'elle a pu avoir à un certain temps, il y a quelques années. Il n'y a pas de personnes en télétravail dans les zones rouges. Si, il y en a certainement, effectivement, mais de toute façon, la zone rouge, clairement, elle est là pour faciliter nos commerces. Et là, je ne peux pas tolérer d'avoir des voitures qui stationnent de façon
permanente dans les zones rouges. Elles ne sont pas faites pour ça. On peut stationner à partir de 19h ou 20h jusqu'au lendemain matin 9h, mais surtout pas en journée. Vous comprendrez bien que c'est important que nos commerçants puissent fonctionner avec des clients qui peuvent les rejoindre en véhicule motorisé. Voilà. Un point que je vais faire un tout petit point travaux dans la ville. On a bien fait une pause en fait d'un certain nombre de travaux, ce qui fait que ça prolonge d'autant le délai de réalisation de ces travaux. Mais la pause a eu lieu pour les travaux notamment du quartier de la Marquette, la pause liée aux vacances de Noël et aux fêtes de fin d'année. Et donc les travaux vont reprendre, si ce n'est déjà fait pour certains d'entre eux. Je vous signale des travaux qui vont en marge des travaux d'accessibilité de la gare gauche, des travaux sur la passerelle qui rejoint la rue Velchinger à la rue Amédée Dailly. Des travaux vont commencer à partir du 5 février prochain. Ce sont des travaux de remise en état de cette passerelle, peinture, garde-corps et ce genre de choses. Donc, on va essayer de la maintenir ouverte durant la phase de travaux, donc que vous puissiez la prendre. Et donc, je vous confirme que ce n'est pas une passerelle qui sera mise en accessibilité, en accessibilité totale aux personnes à mobilité réduite, puisque ça n'est pas possible. Nous ne pourrons pas y mettre des ascenseurs sur cette passerelle. Donc, en fait, elle va rester dans sa configuration actuelle, mais elle sera repeinte et elle sera quand même plus belle que ce qui était prévu. Et nous profitons des travaux de la gare Rive-Gauche pour faire ces travaux, puisque ce sont des entreprises agréées par la SNCF qui doivent intervenir, puisque ça se passe au-dessus des caténaires. Il y aura peut-être certains travaux un petit peu bruyants, s'il faut faire de la découpe un peu de garde-corps, mais ce seront des travaux qui se passeront sur les mêmes périodes de coupure des circulations des trains que pour la gare Rive-Gauche. Voilà pour cette partie-là. À peu près, j'ai à peu près parcouru tous les sujets dont je voulais vous parler. Oui, évidemment, Mme Egal, vous dites que les personnes doivent se garer à l'intérieur de leur propriété. Bien évidemment, je souhaite que chacun puisse se garer chez soi. Ce n'est pas toujours très simple de se garer chez soi pour des problèmes d'accès, de longueur ou de garage pas forcément adaptés. Mais tous ceux qui peuvent se garer chez eux, qu'ils le fassent, ça ce serait une très bonne chose. Ça permettrait de laisser de la place à ceux qui ne le peuvent pas. Voilà. Je vous invite à nouveau à visionner le film des vœux parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà, je regarde ce que donne le résultat du sondage. Donc, je vous le donne et je vais même afficher les résultats. Je clique sur le bouton. Et donc, en fait, vous allez le voir s'afficher. La réponse est donc oui, sans hésiter, pour 55% d'entre vous. C'est un peu plus que... ah non, quoi que si j'additionne avec le deuxième, oui, mais j'attendrai un peu, 17% d'entre vous. Non, 13%. Et les indécis, 14%. Donc, on est plutôt sur une très bonne majorité d'entre vous qui ont l'intention de se faire vacciner dès que ce sera possible ou en tout cas avec un petit peu d'attente au cas où. Donc, voilà, c'est une bonne chose parce que je pense que j'allais dire, c'est la solution aussi pour se sortir de cette situation de pandémie qui fige vraiment notre économie et qui empêche un certain nombre de personnes de travailler. J'ai une vraie pensée pour nos restaurateurs. Je peux le dire, en fait, les restaurateurs souffrent beaucoup, ils essaient de compenser de la vente emportée, mais une vraie pensée pour eux parce que restaurateurs et bars, les bars divers et variés, je trouve qu'ils sont plutôt de bonne composition, en fait, ils essaient de s'en sortir, mais plus tôt ils pourront ouvrir, mieux ce sera. Et dès que ça rouvrira, j'allais dire, allez-y, n'hésitez pas, évidemment en respectant les protocoles sanitaires, mais je crois qu'ils vous attendront, il faut qu'ils fassent en 2021 un chiffre d'affaires qu'ils n'ont encore jamais connu, mais à la hausse, en fait qu'ils atteignent des sommets, c'est indispensable. Voilà. Donc, ils en ont vraiment besoin. Ceci dit, entre nous, je vous le dis dans le creux de l'oreille, mais je ne suis pas pressé que les restaurants
pour touristes rouvre. Voilà. Je n'ai pas ciblé de quel touriste je voulais parler. Hein. Voilà, je reste discret. Je veux me mettre personne à dos. Voilà, donc donc je vous remercie à nouveau tous les uns et les autres. Il est midi. Voilà, nous allons nous arrêter. Merci beaucoup de votre attention, de votre assiduité. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Soyez heureux, mettez du positif autour de vous. Et surtout, prenez bien, soyez attentifs à tout ce qu'on pourra vous communiquer sur l'ensemble des réseaux sociaux et relayez ces informations-là pour qu'elles soient connues du plus grand nombre, pour que le respect des règles fixées soit encore plus grand dans les jours, les semaines et les mois à venir. Voilà. Un grand merci à vous, très bon week-end. Profitez bien du week-end, il fait beau. Allez vous balader, même s'il fait froid. C'est très simple pour la santé. Merci à vous et merci encore à Vincent qui m'a secondé ce matin. Bon week-end. Au revoir.